Alors on est parti du contexte en 2019 en s'appuyant sur les avancées, notamment du dispositif Vigilance, et en interrogeant également ses limites, puisque je pense que vous allez entendre parler très régulièrement de Vigilance comme étant l'une des solutions à la faim dans le monde. Ce qu'on souhaite mettre en évidence, c'est peut-être certaines des limites de ce dispositif, de manière à éventuellement anticiper sur ce que pourrait être son expansion et son extension sur d'autres registres de prévention. Donc, nous savons tous qu'il y a actuellement la prévention universelle sélective et ciblée, qui est le modèle actuellement retenu, que le contexte de déploiement national du dispositif est très focalisé sur la population des suicidants, même s'il y a de nombreuses autres initiatives autour de cette population, mais il faut reconnaître que Vigilance s'intéresse principalement à cette population. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles pourraient être les autres fonctions de prévention qui pourraient être adjointes soit à ce dispositif, soit à un autre. Alors, les vigilanceurs, nous voyons tous le monde de cette manière, et une modalité de prévention multimodale pourrait s'intéresser à d'autres dimensions de prévention, peut-être même annexées à Vigilance. Alors, la méthode que nous avons utilisée est extrêmement rigoureuse, comme vous allez le voir. Consistait à identifier des travaux de recherche publiés essentiellement sur PubMed en utilisant des mots-clés habituels dans le domaine du suicide, de la prévention, et en interrogeant les titres, les résumés et les mèches-termes. Ce qu'on a retrouvé, c'est un total de 2148 articles, dont on a soustrait ceux qui n'étaient pas directement en lien avec notre sujet d'intérêt. Et nous avons retenu parmi 70 articles qui ont été soumis à la relecture du docteur Jardon, 2 articles chacun que nous allons désormais vous présenter. Je tiens à vous avertir, les 2 orateurs qui arrivent, qui vont venir parler là, sont à jeun, donc je vous déconseille vivement de les interrompre, en particulier le second. Merci à vous. Il y a un téléphone ici, je ne sais pas qui a oublié son... D'accord, c'est le téléphone d'astreinte. Donc, avant de commencer, puisque certains ont déjà fini de déjeuner, je voudrais faire un petit sondage d'abord dans la salle pour savoir qui est infirmier. Levez la main. Voilà. Qui est psychiatre? Ouais. Qui est psychologue? Ok, les autres médecins? D'accord. Pharmacien? C'est bien ce que je pensais pour les pharmaciens, et c'est pour ça que j'ai pris un risque, mais que j'ai choisi ce papier, en fait. Donc, c'est important, tout d'abord, donc qu'est-ce que c'est que ce papier? Qu'est-ce qu'on savait avant? C'est que, je ne sais pas où regarder pour suivre le diapo. Voilà. Qu'est-ce qu'on savait avant? C'est qu'il y a peu d'études sur le sujet des pharmaciens et de la prévention du suicide. Voilà, ce n'est pas quelque chose auquel on pense spontanément. Il existe pour beaucoup d'études sur les attitudes envers le suicide, la prévention, les connaissances, etc., qui se font, beaucoup c'est un grand mot, mais qui se font essentiellement au travers des professionnels de santé mentale. Et en gros, surtout, on ne sait pas grand-chose des pharmaciens et de leur point de vue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Ils ont soumis tout simplement un panel de pharmaciens à un questionnaire qui s'appelle Attitude to Suicide Prevention, qui contient 14 items, notés donc de 14 le score minimal à 70. Au plus le score est élevé, au moins sont les attitudes positives en faveur de la prévention du suicide. Ils l'ont associé à 3 questions d'intérêt sur le suicide. Est-ce que vous serez d'accord pour être impliqué directement, indirectement, donc directement ou et indirectement, et où participerez-vous à des formations? Et puis ils ont extrait 4 items d'une autre échelle sur les connaissances et les compétences sur le suicide, savoir si on est prêt à intervenir quand quelqu'un va rien. Alors comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait à l'occasion d'un séminaire, un peu comme un congrès, là où il y avait spécifiquement que des pharmaciens, qui étaient là pour la formation continue. Donc déjà c'est un panel sélectionné de ceux qui se forment continuellement. Toujours est-il qu'ils ont eu 76% de réponses à cette étude, et bien sûr que la formation n'avait pas lien avec la santé mentale ou le suicide, sinon il y aurait un autre biais de sélection de la population. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, globalement, les pharmaciens ont peu d'expérience avec la psychiatrie, peu ont travaillé en psychiatrie, encore moins ont reçu une formation sur le suicide spécifiquement, 4,4%.
Et par contre, mais ça quelque part c'est assez vrai dans la population générale aussi, on est tous plus ou moins confrontés à des patients qui ont des idées suicidaires ou qui ont fait des tentatives de suicide. Et un quart des pharmaciens avaient connu un patient qui était décédé par suicide. Les attitudes, bon, c'est toujours délicat quand on a un score, puisque ce n'est pas forcément une comparaison. Qu'est-ce qu'on en fait? Toujours est-il que vous avez le score de l'ASP, donc qui est quand même plutôt favorable à des attitudes positives. Et puis, seulement 22% des pharmaciens se disaient prêts à parler du suicide avec les patients. Donc c'est assez faible. Et la majorité n'était pas prêt, 52%, donc ça c'est notable. Globalement, alors voilà, ça rend toujours différent quand on transfère des présentations. L'implication directe, c'était la capacité à aller demander s'il y avait des idées suicidaires, aller directement au comptoir, donc quand le patient vient lui poser les questions s'il a des idées suicidaires, et faire du screening et intervenir directement. Donc la majorité ne se prononce pas, la plupart de ceux qui se prononcent sont plutôt opposés, 29% de non, et 25% de oui. Donc on pourrait dire kiff-kiff, hein, mais toujours est-il qu'il y a une prédominance de non par rapport à ça. En revanche, l'implication indirecte, elle, on voit que les pharmaciens sont plutôt, bon, 40% ne se prononcent pas, mais la majeure partie sont plutôt enclins à faire de l'implication indirecte. Et l'implication indirecte, c'est pouvoir donner des ressources, des conseils, un guide, une information sur les idées suicidaires, sur la dépression et sur des centres pour qu'eux aillent vers les soins. Donc là, ils sont un peu plus enclins à le faire. Et puis, certainement un effet de la population qui était sondée, la plupart étaient enclins à recevoir une formation, 56% sont prêts à être formés. Voilà. En fait, il ne faut quand même pas oublier que la base, en tout cas, c'est que 9 pharmaciens sur 10 ne se pensent pas être assez compétents ou formés pour intervenir auprès de la population qui serait suicidant ou à risque de suicide. Donc, ça, c'est leur résultat. Alors, qu'est-ce que ça changera pour la suite? Alors, on peut dire rien, hein, parce qu'il y a pas mal des fois de réponses où on ne change rien pour la suite. Toujours est-il que dans un congrès comme celui d'aujourd'hui, où on parle de la question de la prévention du suicide, je crois que c'est important d'impliquer ces acteurs, et leur absence aujourd'hui dans ce type de congrès, moi je pense que ça devrait nous interpeller, et je suis sûr qu'on connaît tous des pharmaciens qui pourraient être amenés à s'impliquer ou à pouvoir intervenir. Et je rappelle, parce que même si les vigilanceurs ont tendance à voir la prévention du suicide au travers de leur spectre, qu'une histoire qui nous est contée dans les Hauts-de-France, c'est que pour retirer les médicaments dangereux chez un patient qui avait des idées suicidaires, ils avaient fait appel aux pharmaciens du coin, là où beaucoup de services publics sont fermés, les pharmaciens demeurent, et donc il y avait une intervention comme quoi certains peuvent jouer le rôle, et donc dans l'idée, on peut imaginer que les pharmaciens ont un rôle à jouer. Quel rôle? Ça fait écho à toute la partie champ sur la formation. L'an dernier, on a fait une revue sur toute les 50 ans de formation. La formation, vous savez qu'il existe en ce moment le déploiement de 3 modules de formation, sentinelle, évaluateur et intervenant de crise. Je pense que le pharmacien se situerait, au vu de ces résultats-là, plutôt entre sentinelle, prêt à donner de l'information, repérer les drapeaux ou pas, un petit clin d'œil pour ceux qui ont fait la formation sentinelle, et, voilà, et pouvoir orienter après vers les structures de soins. Et puis se pose toujours la question, ça rejoint aussi le propos de Fabrice Jolland, la question de la formation initiale et formation continue, la formation, la culture de prévention du risque, puisque très peu, on l'a vu, seulement 4% des interrogés avaient reçu une formation sur le sujet. Voilà ce que je peux vous dire sur cette thématique. Et dommage qu'il n'y ait pas de pharmacien, donc invitez-les au prochain congrès. Voilà, merci. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Alors, première chose, je voulais quand même remercier le comité d'organisation de m'avoir invité, entre autres le professeur Michel Walter. Je veux quand même dire aussi que je suis un peu victime d'injonctions de cette même personne, que j'ai enfin réussi de me débarrasser de mon acolyte, celui qui communique avec son habit de mariage. Et donc cette première diapo avec un générique de Colombo, qui fait en partie, entre autres, écho à une communication qui a eu lieu à un GEPS à Lyon il y a quelques années, je crois que c'était au GEPS, sur la scénarisation des entretiens. Et je pense que, alors moi je dis à mes internes de regarder Colombo pour s'entraîner à faire des entretiens en situation de crise, et maintenant je vais le dire aux vigilanceurs. Donc on va commencer, alors, cette diapositive a fait référence à un épisode en particulier, et il y a une raison pour ça, mais je ne vous la dis pas. Donc l'article dont je vais vous parler, c'est une méta-analyse récente, donc, qui avait un angle assez particulier dans la construction. C'est qu'en fait, elle va chercher à essayer de questionner la question d'une approche multiniveau, multimodale, et d'un effet synergique.
Alors, qu'est-ce qu'on sait? Plusieurs interventions ont montré leur efficacité dans la prévention des conduites suicidaires. Donc, il y a 2 revues qui sont connues, celle de Zaltzman entre autres. Il pose la question d'emblée de l'intérêt d'une stratégie multimodale, alors c'est multilevel en anglais, face à un phénomène qui est complexe et multifactoriel. Alors, l'efficacité a déjà été interrogée dans plusieurs articles, mais non contrôlée, et l'article pose clairement la question de est-ce qu'il existe une synergie quand on propose cette approche combinée. Et ils disent qu'il n'y a a priori pas grand-chose qui a tenté de mesurer cet effet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait donc une méta-analyse entre 2011 et 2017 sur des interventions qui proposaient la mesure du suicide ou de la tentative de suicide, avec différents types d'approches et différents types de constructions, mais il y avait quand même essentiellement à la fin des RCT. À la fin, il va y avoir 16 articles de trouvés, et il n'y en a que 2 qui vont avoir cette approche multimodale. Alors, là c'est le chart flow de comment ils sélectionnent les articles. À la fin, ils en ont 16, que je vais vous montrer un petit peu après, et il n'y en a que 15 qui vont mettre dans le raisonnement, puisqu'il y en a un dont les données ne vont pas pouvoir être mélangées aux autres pour faire la méta-analyse. Alors, voici les différentes études qui sont compilées. Alors, il y en a un peu partout dans le monde. On retrouve des points communs. Il y en a une qui a été faite par quelqu'un qui est peut-être dans la salle, qui est Stéphane Amadeo, qui a fait ça en Polynésie, à Tahiti, qui est notée. C'est la seule qui est française dans ce listing-là. Je pense que Algos est apparu trop tard pour pouvoir en faire partie. Donc il y a des cartes postales, il y a des interventions brèves, il y a un programme qui s'appelle OPAC, qui s'appelle Outreach Problem Solving Adherence and Continuity. Il y a l'étude SAIL, avec là aussi trois composantes, ACIP, avec là aussi plusieurs composantes, dont des envois de lettres et des cartes de crise. Et EdSafe, avec là aussi il y a plusieurs composants dans le programme. Il y a donc 2 études qui, elles, interrogent et se posent la question d'avoir une approche avec plusieurs niveaux dans ce qu'ils testent. Un article de Mishara qui s'intéresse à la police au Canada et Schilling qui est en milieu scolaire. Alors, le programme pour la police s'appelle Together for Life et contient ces 4 composants, une formation de commissariat à la question du problème du suicide, la création d'une ligne téléphonique helpline avec des thématiques proposées autour des difficultés liées au travail, de l'orientation sexuelle, des addictions et des problèmes avec les conjoints. Il y a une couche supplémentaire de programme Sentinelle qui cible les supérieurs hiérarchiques, et puis il y a aussi une campagne publicitaire qui a été organisée. La deuxième approche multimodale, c'est donc le programme SOS, qui donc lui intervient en milieu scolaire, qui cherche à reconnaître la crise suicidaire, à faire que les élèves sachent reconnaître une crise suicidaire, qui sachent interpeller un adulte en cas de difficulté et proposer un auto-screening de la dépression et un encouragement à chercher de l'aide si ce screening était positif. Donc à la fin, 2 études évaluaient la donnée suicide, 7 la donnée tentative de suicide et 7 évaluaient les 2 composantes, les 2 choses. Ce qui a l'air de ressortir, je vais faire un résumé assez rapide, c'est que l'intervention via l'hospitalisation en psychiatrie avait l'air d'être des interventions qui étaient plus efficaces pour prévenir le suicide et que les interventions ambulatoires étaient plus efficaces pour prévenir les tentatives de suicide. Et donc, l'interrogation qu'ils ont, c'est ils répondent positivement, ils disent il y a un effet synergique quand il y a une intervention qui est multimodale et elle augmente avec le nombre de niveaux. Alors, il y a une étude avec 2 niveaux et une étude avec 3 niveaux, selon eux, et ça ne fait pas beaucoup. Ce que là, ça pourrait changer l'intérêt de quand on fait des recherches, puisque le suicide, c'est un phénomène rare, Dieu merci, et que donc du coup, quand on veut être statistiquement fort pour trouver, ça fait des grosses populations. Si on veut peut-être donner un pouvoir plus fort dans les changements des chiffres du suicide, peut-être penser dès la construction de sa recherche à cette approche multimodale.
et l'intérêt du coup de chercher à mieux caractériser et de calculer l'effet synergique, donc le mesurer. Et je trouve que moi, en tout cas, ça valide l'approche algorithmique qu'on peut avoir dans la question multifactorielle du suicide. Je vous remercie. Alors j'ai souhaité ensuite moi, vous parler d'un article qui reflète bien, selon moi, une tendance actuelle qu'on retrouve dans les différentes bases de biblio, qui concerne la question de la prédiction du risque suicidaire, dont on pourrait penser qu'elle pourrait à terme peut-être même supprimer la prévention, puisqu'il suffirait d'identifier les patients, les sujets qui seraient à risque de passer à l'acte sous tel délai et mettre en œuvre un certain nombre de stratégies d'action très dirigées sur ces situations. Je pense que c'est un domaine qui va également prendre pas mal d'ampleur du fait de l'introduction des techniques du numérique dans les évaluations et le suivi des patients, et qu'il y a une forme d'incompréhension ou d'utilisation à mauvais escient du terme de prédiction qui, dans le domaine purement mathématique, a un sens, et dans le domaine de prévention et d'action de terrain, en a un autre, et cet article en est un bon exemple. Donc c'est un article qui s'est intéressé à la prédiction du risque suicidaire chez l'adolescent, qui a un corollaire très fort avec une revue de la littérature publiée quelques mois avant par un auteur qu'on connaît bien, qui est Gregory Carter, et qui s'est intéressé à ces méthodes de prédiction du risque chez l'adulte. Il faut savoir que de cette publication a fait suite un éditorial d'un autre auteur chinois cette fois-ci, qui a contesté très vivement l'emploi du terme de prédiction en parlant de la futilité de la prédiction du risque suicidaire, toujours dans la même revue. Bon, l'idée est simple, c'est de répertorier dans les papiers publiés récemment des échelles. Alors cette fois, j'ai parlé de numérique, mais là il s'agit d'échelles purement cliniques qui permettraient de prédire le risque suicidaire. Encore une fois, dans la prédiction telle qu'elle est entendue au sens des techniques mathématiques ou des techniques d'intelligence artificielle, on entend la survenue d'un événement et éventuellement la survenue d'un événement dans un délai de temps. Ici, il s'agit d'échelles qui permettraient d'associer un certain nombre de variables avec le risque de survenue d'un geste suicidaire, mais sans dimension de temps. Donc, ils ont parlé d'un échantillon de un peu plus de 2500 patients. Alors, il ne s'agissait pas d'une méta-analyse, mais d'un projet qui a répertorié l'ensemble des patients inclus dans cette étude, de 10 à 24 ans, avec une population mixte, des questionnaires qui allaient de 3 questions à 93 questions, toujours avec la sensibilité liée au fait que ces évaluations puissent être conduites dans un contexte d'urgence, dans un contexte purement clinique, avec une moyenne de questionnaires de 30 questions, de 30 items, avec une qualité des articles qui était décrite comme moyenne, à savoir principalement des études observationnelles, c'est-à-dire qu'on évalue et on regarde si un événement suicidaire intervient dans les semaines, les mois qui viennent, ou des études randomisées contrôlées. Je ne vais pas faire un inventaire exhaustif des échelles auxquelles ils se sont intéressés, mais simplement pour vous dire que lorsqu'on s'intéresse aux qualités métriques de ces échelles, on observe que les sensibilités sont assez faibles, que les spécificités peuvent être élevées, mais si on prend l'exemple des valeurs prédictives positives, on observe qu'elles sont relativement faibles, et en particulier, elles permettent de répondre à une question qui est très simple, mais imprécise. Va-t-il se produire un événement type geste suicidaire dans les N mois qui surviennent? Vous voyez que sur le N repose un certain nombre d'interrogations, qui est une question auxquelles les cliniciens aimeraient pouvoir répondre de manière très précise, mais auxquelles il est impossible de répondre avec ces échelles. Alors les questions, vous voyez, je prends l'exemple de la première échelle que j'ai citée, là, la SIQ. Ce sont des questions qui sont très focalisées sur les idées de suicide, assez proches de ce qui peut être fait dans la section suicide de la Mini, pour ceux qui la pratiquent un peu, ou de la Columbia Scale, et avec une cotation qui est laissée à l'arbitrage de l'interrogateur. Ce que ça changera, probablement rien. En effet, l'évidence est insuffisante pour conseiller d'utiliser ces échelles en pratique clinique quotidienne. D'ailleurs, j'imagine qu'en dehors des protocoles de recherche, peu d'entre vous les utilisent de manière routinière. Ça pose la question de la place des échelles dans les évaluations systématiques aux urgences, qui sont
souvent proposé comme un modèle possible d'évaluation et de screening du risque suicidaire aux urgences. Alors, dans le papier que je vous ai présenté au tout début, le deuxième papier, la revue de la littérature de Carter, les auteurs présentent les échelles comme un moyen de se former, c'est-à-dire quelque chose dont l'usage serait très transitoire lorsqu'on approche la question de la suicidalité aux urgences ou dans des contextes où on est face aux patients, mais en aucun cas comme des outils de routine, ce qui fera un lien avec ce que je vais vous présenter après. Donc, la frontière entre la prévention, la prédiction et la prévision apparaît comme une question qui porte surtout sur l'annonce, l'effet d'annonce, peut-être presque le marketing des articles, et on observe que, y compris un certain nombre de très très grandes revues, publient assez facilement des articles qui se focalisent sur la prédiction du risque suicidaire, y compris avec des méthodes qui sont contestables et sur une amplitude de patients qui est de petite taille. Sur ce schéma qui vous paraîtra certainement assez incompréhensible, le postulat de la prédiction serait d'avoir à partir d'une évaluation simple la possibilité de déterminer quand va se produire un nouvel événement suicidaire, en faisant fi finalement des événements que nous observons quotidiennement et qui pourraient être observables par d'autres moyens d'évaluation. Ces moyens d'évaluation, de réévaluation permettraient de réadresser les patients vers la suite, et c'est vers la suite des soins, et c'est peut-être sur le modèle proposé par Vigilance, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire c'est en gros les systèmes de veille, et en multipliant les différentes modalités de suivi que nous pourrions obtenir une prédiction plus fine de ce qui pourrait intervenir dans les semaines ou les jours suivant un retour à domicile pour un patient. Merci. Très bien, ce qui permet de continuer encore avec cette idée de détection en fait et de prédiction. Voilà, je choisis cet article sur une démarche qui consiste à identifier sur les réseaux Internet. Vous savez qu'il y a une explosion des usages du numérique, on en parle à chaque congrès, dans tous les congrès, et à tel point qu'on sait qu'il faut s'y intéresser. La démarche de cet article, je trouve qu'elle est assez intéressante. Alors, qu'est-ce que nous savions avant? Donc, voilà, je voulais faire d'abord référence à ça. Pour savoir ce que nous savions avant, il y a aussi eu un autre article qui a été publié cette année par Jorge López Castroman, donc qui fait une revue un petit peu des liens entre réseaux sociaux sur Internet et comportements suicidaires, à la fois qui traite les aspects de délivrance d'informations, qui pourraient rejoindre un petit peu la veille des outils numériques pour avoir des informations que fait l'Observatoire national du suicide, mais aussi des outils qui permettent d'aller venir faire de la veille sur les réseaux, qui permettent aussi d'étudier les liens entre cyberharcèlement et idées suicidaires. Donc là, c'est un article que je vous recommande qui est plutôt bien écrit et qui permet de résumer tout ça. Donc, que savions-nous avant? C'est que dans une démarche de prévention, il est important de pouvoir faciliter l'appel à l'aide ou la recherche d'aide. Ça, c'est quelque chose d'important. On le voit aussi sur la prévention, notamment dans les hotspots. Hein. On met des panneaux, si vous allez mal, vous pouvez appeler à l'aide, etc. Faciliter l'appel à l'aide. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il existe des freins à l'appel à l'aide. Parce que, par définition, quand on est en souffrance, on en a parlé tout à l'heure avec la perception de l'environnement social aussi, on se sent moins entouré, on a plutôt tendance à avoir un certain repli, retourné vers soi-même, et donc on ne va pas forcément aller chercher à l'aide. Il y a aussi des freins qui sont liés à la stigmatisation pour aller vers les soins, et stigmatisation par rapport à l'idée que si je suis en difficulté, est-ce que je vais avoir la capacité, ou est-ce que je vais trouver des solutions tout seul, ou est-ce que j'ai besoin d'aide? C'est difficile. Et puis des raisons qui, plutôt à l'échelle d'un pays émergent, très émergents comme la Chine se posent, de coûts et de temps pour l'accès aux moyens. Mais bon, même en France, on peut se poser la question des fois de l'accès aux moyens à l'échelle d'un territoire, avec la ruralité aussi. Voilà. Donc Internet et l'analyse des données, ça on sait que c'est une source, c'est ce que je vous disais par rapport à l'article, qui peut aider donc au repérage d'individus. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors au final, ils ont fait une approche en plusieurs temps. Ils ont d'abord développé un système qui dit proactif. C'est par rapport à cette limitation d'appel à l'aide. Au lieu d'attendre que les gens appellent à l'aide ou nous appellent à vigilance, on va aller chercher les gens quand on a repéré que leur comportement sur Internet signale en fait une détresse. Donc il y a un premier temps où ils se sont intéressés donc, aux réseaux sociaux, à un réseau social en particulier. Et puis une fois qu'ils avaient repéré ces cas-là, le deuxième temps de l'étude, c'était d'envoyer un message direct
aux utilisateurs qui mettaient des alertes, quelque part, des formes d'alerte, et en leur proposant de l'accès à des soins, de l'information, et voire même des temps avec des bénévoles voilà, qui répondaient. Donc le message qui était envoyé, je vous l'ai mis parce que je pense qu'il signe pas mal de points à souligner, c'est-à-dire que le message était envoyé, bon, ben, vous avez un souci, vous avez un site internet où vous avez des informations sur la crise pour retrouver des ressources, vous avez également un numéro d'appel, alors je n'ai pas fait un carré en entier, mais de toute façon, ça ne sert à rien d'appeler, c'est un numéro en Chine. Mais le fait est, c'est qu'il y a un numéro dédié, hein, ça pose la question dont on parle et qui reste en suspens la question d'un numéro d'appel vers qui on pourrait renvoyer les personnes qui sont en souffrance. Donc c'est intéressant de voir qu'en Chine, ça existe. Et puis, ils ont une démarche de conseillers, en fait, qui sont plutôt des bénévoles qui ont été formés, qui ont reçu 3 heures de formation, et eux-mêmes qui sont supervisés par des psychiatres. En fait, ça c'est plutôt, ce serait une forme de sentinelle intervenant, quoi, qui viendrait donner des ressources. Voilà à quoi ressemblait ce message. Mais il pointe quand même d'autres leviers d'information. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors comment ils ont fait pour mettre en œuvre cette étude? Ils se sont intéressés à une partie, le Twitter chinois. Vous savez qu'on n'a pas le même Internet en Chine et dans le reste du monde. Donc Sina Microblogs, c'est le Twitter chinois. Ils ont fait un premier temps d'apprentissage, une petite faute de frappe, d'apprentissage d'une machine, d'un outil informatique qui dépiste les messages. Ils l'ont fait sur un endroit très focalisé, si vous voulez, parce qu'en Chine, il y a un blogueur qui a fait un suicide, et son compte et son forum est resté un lieu très actif où beaucoup de publications de personnes venaient dire, ben voilà, moi ça va bien, moi ça va pas, moi ça va très très mal, etc. Et donc il y a comme ça, même au-delà de la mort de personnes, donc c'est un forum quelque part sur lequel viennent s'exprimer des personnes plus ou moins en souffrance, d'autres qui vont très bien. Il y a plus de 1,3 million, je crois, de messages qui sont publiés sur un an. Donc c'est vous dire à quel point il y a un flux et on ne peut pas tout lire les messages, d'où l'intérêt du machine learning pour détecter. Donc ils ont fait ça sur un mois, et puis dans un deuxième temps, ils ont mis en application, une fois qu'ils ont sélectionné le modèle, le dépistage, et donc ils envoyaient des messages quand ils trouvaient des messages avec un certain niveau d'alerte par rapport à leur programme généré. Voilà. Et donc ils testaient si le repérage fonctionnait bien, ils testaient si la mesure était bien acceptée, de recevoir un message quand on poste un commentaire, et ils ont fait un test de l'efficacité. Ça, on le retrouve pas mal, c'est une méthodologie, vous le verrez aussi dans l'article, la revue de Jorge López Castroman. En fait, on analyse le contenu sémantique des messages, c'est-à-dire on recherche à partir d'un contenu tous les messages qui ont plutôt des mots en faveur de l'avenir, du futur, d'éléments positifs, et tout le contenu des messages qui ont plutôt des messages de tristesse, de désespoir, de mort, etc. Donc on arrive comme ça sur un plan qualitatif à cibler et à faire des modèles où il y a plutôt une tendance de messages positifs, plutôt une tendance de messages négatifs. Mais donc c'était leur moyen pour tester l'efficacité, c'est à prendre avec des précautions bien sûr. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc je vous l'ai dit, le microblog, donc le site en question a été surveillé. Pendant un mois, ils ont repéré sur 24 000 messages pendant un mois, ils ont repéré 2700 posts qui évoquaient des idées suicidaires à risque. Ils les ont intégrés dans leurs messages avec des méthodes, avec des psychologues, avec analyse de traits, analyse de sujets en faveur de la dépression. Donc c'est assez complexe, hein, je vous épargne, et j'avoue que je n'ai pas tout compris, hein, parce que après ça dépasse mes compétences, il faut le dire. Et puis, à partir de là, pendant un an, ils ont fait une veille et ils ont retrouvé 24 000 messages qui étaient d'alerte, auxquels ils ont envoyé à chaque intervenant. Il n'y en avait plus que 12 000, parce qu'il y en a qui postent plusieurs fois, si vous voulez. Et donc 12 000 personnes qui ont reçu le message que je vous ai présenté tout à l'heure. Suite à ça, seule une toute petite partie a répondu au message. On voit, on arrive là encore, c'est le principe d'un flowchart, mais on arrive après à des populations plus restreintes. Et seulement 1400 personnes ont vraiment été traitées en tant que telles dans l'analyse, parce que les messages avant n'étaient pas consultables. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors l'âge moyen, on est une population plutôt jeune, avec 21 ans d'âge moyen, plutôt des femmes, plutôt célibataires, plutôt étudiants ou employés. Ça, c'est le profil. Ensuite, dans le contenu, ça permet un peu d'avoir une idée de la capacité à sélectionner ces messages-là. C'est qu'il y avait quand même 90% des personnes qui avaient des idées suicidaires actives ou passives, puis 50% avaient un plan plus ou moins défini d'ailleurs, et quand même 40% avaient déjà fait un passage à l'acte. Donc on a quand même réussi avec cet algorithme-là à faire un bon niveau de sélection, puisque ce n'est pas tout à fait ce qui est raccord avec la population générale, quand on a les repères. Le résultat, c'est que la plupart, plus de la moitié, alors 51%, on pourrait dire la moitié, n'ont pas fait de démarche pour chercher et pour appeler à l'aide. Ceux qui l'ont fait pour 12% vers des médecins généralistes ou des psychiatres, 36% pour l'entourage et les proches. Ceux qui l'ont fait, 70%, n'étaient pas satisfaits de la recherche d'aide. C'est-à-dire que ceux qui ont plus fait une démarche n'ont pas trouvé la ressource qu'ils espéraient.
La plupart trouvaient que c'était une mesure complètement acceptable. Et puis, là encore, je vous l'ai dit, prendre avec des précautions. Il y avait une diminution quand ils ont étudié 1 mois de poste de ces sujets à risque avant leur intervention et 1 mois après leur intervention. Ils ont aperçu qu'il y avait plutôt une inversion entre la tendance plutôt grise, sombre de messages de désespoir par rapport à des messages tournés vers l'avenir, positifs, d'entraide. Donc c'était leur marqueur qui est... voilà. Ce que ça changera, eh bien, ça permet d'accéder à des nouvelles populations, ceux qui ne vont pas vers nos soins, parce que classiquement, quand on fait vigilance, parce que c'est important de le faire, on le fait qu'à ceux qui sont déjà à l'hôpital et qui ont déjà fait un geste. Donc c'est là encore une autre population. Là, avec ce type de démarche, on va cibler des personnes qui ne vont pas forcément vers les soins. 51%, voire 90% ne sont pas allés vers les soins, ils sont allés soit vers la famille, soit vers personne. Donc on voit bien que là, on touche toute une partie de personnes à risque sur lesquelles on peut faire une intervention. Donc ça permet de faciliter le dépistage et le repérage des idées suicidaires. Et puis, ça nécessite qu'on accorde avec les interfaces globales, c'est-à-dire que dans cette étude, on s'est attaché à un forum sur un système. Demain, l'enjeu, c'est d'arriver, parce que c'est une étude préliminaire, l'enjeu, c'est d'arriver à matcher, à croiser plusieurs sources de données. Ça rejoint le propos de Sofiane. On est plutôt d'accord en général. Donc, c'est quelque chose de positif. Voilà ce que ça pourra changer pour demain. Merci. Bon, Charlie, il faut arrêter. Hein. D'abord les pharmaciens, puis les Chinois, et puis après, c'est quoi, les Martiens? Heureusement qu'on n'avait que 2 articles. Bon, moi, j'ai décidé qu'on allait parler des militaires. Parce que les militaires, ils aiment bien, ils ont des soldats, ils aiment bien jouer avec, ils aiment bien les casser. Et puis comme ils ne les classent plus, eh ben, ils sont débrouillés pour qu'ils se cassent tout seuls une fois qu'ils les ont fait rentrer à la maison. Donc on va parler de ça. Donc globalement, c'est un article qui, au départ, se construit sur une étude randomisée qui essayait de tester un traitement par exposition prolongée d'un état de stress post-traumatique actif chez des personnes qui revenaient des théâtres d'opération qui étaient l'Irak et l'Afghanistan. Alors, qu'est-ce qu'on sait au départ? Que le taux de suicide est donc bien élevé chez les militaires, qu'ils soient actifs ou vétérans, que c'est une population qui est très à risque, n'est-ce pas, de développer un état de stress post-traumatique, qui est un facteur de risque connu pour nous. La question reste encore ouverte de savoir si traiter le SPT permet de baisser ce risque. Moi, je pense que oui. Et est-ce que le traitement par exposition le traitement par exposition, ça fait partie des traitements reconnus pour le SPT. Pas beaucoup de littérature sur l'évolution du risque suicidaire en fonction de l'efficacité des traitements sur la partie trauma et des mécanismes qui permettraient d'expliquer l'amélioration s'il y a. Et entre autres, les liens qu'il peut y avoir avec des choses qui sont de la dépression ou d'un risque suicidaire. Et donc l'intérêt d'étudier ces liens. Donc ils ont testé en 3 groupes, parce qu'ils voulaient tester en plus une exposition virtuelle, 162 militaires. Un groupe en exposition classique, un groupe en exposition virtuelle et un groupe en liste d'attente. Ils ont fait ça sur 4 ans et il fallait, pour qu'ils soient inclus, qu'ils aient développé un état de stress post-traumatique. Ils excluaient s'il y avait une notion d'un trauma sexuel, s'il y avait des contextes d'addiction, de consommation d'alcool, des contextes de violence domestique ou des hospitalisations pour motif de suicidaire dans les 6 mois, ce pourquoi je pense qu'ils n'ont pas trouvé grand monde. Ils évaluent avec la Beck Depression Inventory, dont d'ailleurs ils vont se servir pour caractériser la présence ou pas d'idées suicidaires, et puis la CAPS, avant les traitements, les expositions, au milieu, après 5 séances, et après les 10 séances. Les expositions, les séances d'exposition duraient entre 1h30 et 2 heures, et duraient identiques par les expositions virtuelles avec les casques, qui reprenaient donc des images, reconstituaient des images de champs d'opération en Irak, dont on voit des exemples là sur les photos. Donc la Depression Inventory, il y a un item qui évalue la présence d'idées suicidaires. Soit il n'y en a pas, soit il arrive d'y penser sans le faire, soit ils aimeraient suicider, soit ils vont jusqu'à « je me suiciderai, c'est l'occasion de se présenter ». C'est comme ça qu'elle a découpé l'échelle. Du coup, à la fin, donc avec une seule personne qui, quand elle avait des suicidaires, avait un score supérieur à 1, donc ils l'ont rendu en binaire, idée suicidaire ou pas d'idée suicidaire, pour leurs analyses après. Donc là, je passe assez rapidement sur un truc que je n'ai pas compris du tout. Globalement, ils essaient de voir qu'est-ce qui bouge l'autre en termes de composants.
Voilà. Ça donne quoi? Globalement, le traitement par exposition, ça fonctionne sur la symptomologie de l'état stress post-traumatique. Les scores sont baissés alors qu'ils sont beaucoup moins baissés dans le groupe contrôle, liste d'attente. Et la donnée qui apparaît intéressante, c'est que pour le coup, les idéations suicidaires baissent alors, énormément dans le groupe traité, présence dans 10,2% des militaires, et c'est tombé à moins de 3%, et même au milieu, sur la mesure au milieu, il y a déjà une baisse importante puisque c'est tombé à 2%. Pour ce qui est de la liste d'attente, on s'aperçoit que c'est un phénomène inverse et qu'il y a même une augmentation des idéations suicidaires sur le temps des évaluations. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à la fin? Donc, il y a bien une baisse d'idées suicidaires qui apparaît même très très tôt dans la partie exposition. Ils disent que cette baisse est prédictive d'une meilleure amélioration de l'état stress post-traumatique. Bon, ils n'ont eu que 3 temps de mesure et ils disent qu'ils auraient voulu mesurer plus souvent, enfin que ça manque pour pouvoir vraiment caractériser le lien dynamique entre le contingent idées suicidaires et la partie symptomatologie psychotraumatique. Alors, ils ont l'impression que ce qu'ils ont trouvé est un peu différent de ce que disait la littérature, dans le sens où les idéations suicidaires ne prédisaient pas l'évolution de l'SPT. Ça, c'est ce que dit la littérature, là, un rôle de l'amélioration de la dépression pour expliquer la baisse des idées suicidaires, et eux, ils ne trouvent pas ça. Alors, ils discutent de l'effet de l'alliance obtenue par le premier entretien, qui cadre les choses sur la baisse des idées suicidaires par l'alliance créée. Et donc, l'exposition ne serait pas contre-indiquée par la présence d'idées suicidaires. Alors, dans les évolutions des groupes, il y a quand même à la fin 43% des patients qui n'ont pas eu le programme en entier, il y en a même 11% qui ne l'ont pas commencé du tout. C'est militaire, et donc là, c'est les chiffres qui montrent ça. Ce que ça change, la présence d'idées suicidaires ne doit pas être un frein à la mise en place d'une thérapie d'exposition, voire même peut-être elle en serait une indication à lire ce papier. Alors, ils abordent absolument pas plein de questions que moi je me pose, parce que moi j'allais presque penser qu'on allait être par l'exposition à un niveau de risque qui allait être augmenté de par la déstabilisation, et c'est pas du tout ce qu'ils retrouvent. Mais ils n'abordent pas la question du traumatisme sexuel qui était exclu de fait, des traumas complexes et de la question des personnalités comorbides. Et donc il y a une incitation, je pense qu'il faut l'avoir en tête, à explorer de manière plus fine les liens dynamiques entre tout ce qui est les symptômes liés au trauma et les symptômes liés aux idées suicidaires. Je vous remercie. Alors, le professeur Veva vient de m'indiquer que j'avais tout le temps que je voulais, parce qu'on a fait plus vite que prévu. On me dit qu'il y a un rayon de soleil qui vient d'apparaître, donc je vais essayer de faire très court, et vous allez voir que Brest sous le soleil, c'est quand même quelque chose. Sous la pluie également, comme certains d'entre vous l'ont remarqué. Je vais vous parler d'une revue d'une étude qui a mixé revue de la littérature et émission de recommandation sur la prise en charge du risque suicidaire aux urgences, en se focalisant uniquement sur la situation des urgences. Alors, ce que nous savions, c'est ce qui est disponible dans une conférence de consensus qui n'est plus vraiment récente, et vous allez voir qu'il y a des liens très forts avec cette conférence de consensus française qui concerne l'ensemble des situations de prise en charge de risque suicidaire, et la revue que je vais vous présenter. Plus récemment, il y a une autre approche qui est à l'origine d'une équipe, d'un travail qui a été émis par une équipe australienne, et qui s'intéresse à des recommandations qui sont des recommandations d'experts seulement, donc sans s'appuyer sur les données actuelles de la littérature, et puis une technique proposée par la section suicide de l'EPA, donc de l'Association européenne de psychiatrie, qui a publié récemment des guidelines concernant la prise en charge du risque suicidaire sans se focaliser sur les urgences. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont connues sur les recommandations et leur niveau d'évidence dans le cadre de la prise en charge du risque suicidaire. Et j'ai retenu cet article puisqu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont certainement ancrées maintenant dans notre routine et qui visiblement sont soutenues par moins d'évidence que ce qu'on croirait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est une revue de la littérature
avec un travail centré autour de la prise en charge aux urgences. Donc, ce qui est également surprenant, j'anticipe un peu sur les résultats, c'est que la plupart des travaux n'impliquent pas de services de santé mentale dans l'évaluation du risque suicidaire, ce qui laisse imaginer l'encadrement dans l'ensemble des pays qui ont participé à l'émission de ces guidelines, l'encadrement ou l'atteinte santé mentale de la prise en charge des patients à risque suicidaire dans les différents pays, qui sont principalement pays européens et nord-américains. Et donc, il propose un complément des recommandations d'experts par un panel d'experts. Alors, il y a eu, la méthode, elle est simple, revue de la littérature, puis un panel d'experts qui se réunit sur la base des résultats, et qui, sur la base des résultats de la revue de la littérature, fournit un certain nombre de recommandations. Donc, on a d'un côté des recommandations liées à la littérature qui sont de grade 1, 2, 3, 4, voire plus, donc le 1 étant le niveau maximal, et de l'autre côté, les recommandations qui sont A, B, C et D. Les questions principales, comme je vous l'ai dit, c'est centré sur les urgences, quelles sont les conduites à tenir, donc en situation de face à face avec un patient, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, juste un peu avant les urgences, c'est-à-dire dans la prise en charge qui se fait à l'accueil aux urgences, lors de l'admission dans un service d'urgence et en vue d'une sortie des urgences, donc 3 interrogations. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est assez intéressant de voir que cet article a été formaté, disons, un peu comme le format qui a été celui des recommandations de 2000, les recommandations en France de 2000, où nous avions le RUD, donc risque, urgence, dangerosité. Là, ça a été formaté sur une proposition qui est très centrée sur le parcours du patient, donc en imaginant que le patient arrive, il est évalué aux portes des urgences, il est pris en charge dans un service qui peut être médical ou psychiatrique. Dans le cadre de cette prise en charge, on propose un certain nombre de conduites à tenir et qui tiennent compte également de ce qui va se faire après, lorsque le patient sera adressé vers l'extérieur, éventuellement après une hospitalisation plus longue. Donc la méthode, c'est une méthode classique de revue de la littérature, dont les résultats sont soumis à un panel d'experts, d'une trentaine d'experts en l'occurrence. Ce qu'ils ont trouvé, alors je vous montre ici les niveaux pour vous donner une idée de moi, ça m'a fait prendre conscience de la relativité des savoirs que l'on utilise quotidiennement lorsqu'on est face à une situation de risque suicidaire. Le professeur Berthaud disait hier qu'il était parfaitement ignorant. Il me semble, en lisant ce type d'article, que nous le sommes tous, évidemment certains plus que d'autres, et ils se reconnaîtront. La première recommandation qui était faite, c'était celle de ne pas utiliser d'échelle structurée. Vous avez vu, tout à l'heure, on a abordé la question de la prédiction. La plupart de ces échelles sont formatées avec une volonté de réussir à déterminer si un geste ou non va survenir. Et on observe que la première des recommandations qui est formulée, en tout cas celle qui est formulée avec le plus haut niveau de certitude, c'est celle de ne pas utiliser les échelles non structurées. En niveau B, donc un niveau intermédiaire qui est basé sur des grandes cohortes et des études randomisées contrôlées, on observe que les dispositifs de veille sont d'emblée recommandés, alors qu'on sait très bien qu'actuellement, rares sont les pays, en dehors de la France, qui envisagent de le réaliser de manière systématique. Une autre recommandation de grade B, c'est l'évaluation du risque suicidaire systématique aux urgences, s'impliquant sur des facteurs de risque et des facteurs de protection. Ça fait penser évidemment à la recommandation de l'ANAS sur la prise en charge du risque suicidaire. Ce qui est intéressant également dans ce type de recommandations, c'est qu'on voit qu'elles ne sont pas assorties d'une forme de manuel qui permettrait qu'à la lecture de ces guidelines, qui sont publiés quand même dans une revue assez importante, des utilisateurs, donc des personnes qui seraient impliquées dans les soins, puissent mettre en œuvre effectivement ce type de recommandations. Bon, ensuite, dans les niveaux indéterminés, créer un environnement sécure pour explorer des idées de suicide. Vous voyez que, de la même manière, l'environnement en question n'est pas décrit et on ne sait pas par ailleurs combien de temps, par exemple, qui est une question à laquelle on est souvent confronté, combien de temps est-ce qu'il faut garder un patient après un geste suicidaire non létal pour lequel on estime qu'il y a une surveillance médicale nécessaire, combien de temps il faut garder ce patient en observation. Autre recommandation de niveau C, donc vous voyez qu'on est déjà dans les niveaux un peu inférieurs,
Établir un safety planning, donc encore une fois, des méthodes de prévention qui ont un niveau de preuve assez important et qui pour autant ne sont pas appliquées. Est-ce qu'elles sont applicables dans le contexte de l'urgence qui, je prends l'exemple de la Bretagne, et les urgences sont le lieu où arrive environ la moitié des patients qui réalisent un geste suicidaire. Et d'autres éléments que vous connaissez, donc l'exploration des moyens létaux, la prise en charge des comorbidités psychiatriques systématiques. Ce que ça ne changera pas, donc les indications de traitement, alors c'est également un point qu'il n'aborde pas, c'est-à-dire quel traitement pourrait être mis en place. J'entends par là traitement médicamenteux, mais j'entends par là également les psychothérapies. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place avec un niveau de preuve suffisant lorsqu'un patient sort des urgences après un geste suicidaire ou lorsqu'il est identifié à risque suicidaire. Encore une fois, il y a un corpus de connaissances, souvent d'évidence très élevé concernant ces questions, et qui pourtant n'apparaissent pas dans ces préconisations. Par ailleurs, les stratégies de prise en charge ultérieures sont abordées de manière assez succincte. Les indications claires sur les hospitalisations, c'est une question qui est quotidienne, je pense que se posent l'ensemble des personnes qui sont face à ce type de situation, en situation de soins. Et nous n'avons pas actuellement de cadre solide sur lequel s'appuyer pour décider d'une hospitalisation. Une autre question est de savoir s'il faut qu'un comité d'experts statue sur des critères qui permettraient d'établir de manière certaine l'opportunité d'une indication en hospitalisation. Et encore une fois, l'inconnu sur le temps minimal d'observation soit en soins continus, soit en milieu de réanimation, soit en surveillance médicale, notamment pour les intoxications médicamenteuses volontaires. Si je résume ce qui a été proposé par ce travail, en l'appliquant au contexte français, qui est celui du RUD, la plupart du temps, l'évaluation du risque, dans 100% des cas, l'évaluation du risque suicidaire se fait dans le cadre d'un entretien clinique. On applique de manière plus ou moins consciente les règles qui sont liées à une recommandation, une conférence de consensus qui est celle de l'ANAS. Et on a, face à cela, un certain nombre de décisions à prendre qui concernent l'hospitalisation, le traitement pharmacologique, les modalités de suivi. La question que je pose, c'est est-ce que de nouvelles recommandations pourraient intervenir pour aider les praticiens à statuer avec un niveau d'évidence fort sur l'ensemble, je ne les ai pas toutes fait figurer, mais l'ensemble des opportunités thérapeutiques qui s'offrent lorsqu'on est en situation de prise en charge d'un patient aux urgences. Donc je pose la question du temps d'un renouveau pour les recommandations sur la pratique, la prévention du suicide, pardon. Qu'est-ce qu'on peut penser également du format habituel, qui est le format, soit un format de recommandation papier, soit un format de recommandation numérique type article scientifique. Comment est-ce qu'on l'intègre également à une formation ? Ce qui rejoint d'ailleurs la question du format, est-ce que c'est du présentiel ou est-ce que c'est simplement de la mise en ligne ou de l'envoi par mail d'une recommandation concernant la prise en charge du risque suicidaire. Ça sera tout pour moi. Merci de votre attention.